C'était une fois, au bord du fleuve Ogua, un village que le vent caressait doucement chaque matin, comme pour lui rappeler la bénédiction des jours simples. C'est là qu'Amaye était né, sous la bénédiction d'une nuit sans lune, dans une case silencieuse où les anciens Indiens disaient que naissent les âmes patientes. Dès son enfance, son regard ne trahissait ni peur, ni impatience. Il y avait dans ses yeux cette profondeur rare, celle des gens qui écoutent plus qu'ils ne parlent et qui comprennent plus qu'ils ne montrent. La force ne crie pas, elle agit en silence. Lorsqu'elle devint femme, sa beauté discrète toucha le cœur de Komi, un jeune homme travailleur respecté dans son quartier. Le mariage fut célébré avec les tambours et les bénédictions, mais à peine les colliers de corail avaient-ils touché sa peau que le destin changea de visage. Car si Komi était bon, sa famille, elle, était dure. Sa mère, une veuve aigrie par les années, voyait en Amaye une étrangère. Sa sœur, aux dents pleines de jalousie, voyait en elle un obstacle à ses petits pouvoirs domestiques. Les frères, eux, riaient d'un rire qui piquait, cherchant dans ses silences un aveu de faiblesse. Mais Amaye, telle la rivière qui s'élargit dans l'épreuve, ne répondit jamais par la colère. Elle se levait avant l'aube, préparait les repas, lavait les tissus et offrait des sourires humbles, même lorsqu'on ne les méritait pas. Les mots durs glissaient sur elle comme la pluie sur les feuilles de bananier. Non parce qu'elle était indifférente, mais parce qu'elle croyait que la paix vaut plus que la fierté. Je choisis la paix, non parce que je suis faible, mais parce que je suis lumière. Le feu ne répond pas toujours au vent. Il attend parfois le bois sec pour parler. Parfois, la nuit, elle pleurait en silence, les larmes coulant lentement sur l'argile de ses joues, pendant que tout le monde dormait. Mais au matin, elle essuyait son visage, remontait ses tresses et reprenait sa place dans cette maison où l'amour était rare, mais où elle tentait de planter les graines du respect. Elle se disait « Si je me bats, je brise. Mais si je tiens, peut-être qu'ils verront. Peut-être que l'amour se fabrique à force de bonté. » Un cœur droit ne perd jamais. Même dans la solitude, il reste debout. Celui qui endure avec dignité porte une couronne invisible. Ainsi passaient les saisons. Chaque pluie, chaque sécheresse la formait davantage, comme la main du potier qui tourne l'argile. Les villageoises murmuraient entre elles « Cette femme est trop calme. C'est peut-être ça, sa vraie puissance. » Mais dans le fond, personne ne savait combien de batailles Amaye menait à l'intérieur. Elle combattait l'envie de fuir, le besoin de crier, le droit de dire « Moi aussi, j'existe. » Mais elle se taisait encore, par choix, par espoir, par foi. Le silence d'une femme forte est un cri que seuls les esprits entendent. Je ne suis pas née pour plaire, je suis née pour tenir. Et chaque soir, en regardant le ciel, elle murmurait « Que ma paix ne devienne pas une prison, que ma patience ne m'efface pas. » Elle ne le savait pas encore, mais les racines de sa force étaient déjà en train de fissurer les fondations de l'injustice. Le soleil se levait toujours à l'est, mais pour Amaye, la lumière semblait moins dorée, comme si les matins perdaient peu à peu leur chaleur. La paix qu'elle avait jadis choisie devenait une épine dans sa chair. Ce n'était plus une vertu, mais un vêtement lourd qu'elle portait chaque jour, trempé d'humiliation et de soupirs étouffés. Dans cette maison où elle vivait, les gestes les plus simples devenaient épreuves. Une cuillère déplacée, un plat trop salé, un pagne mal étendu devenaient prétexte à moqueries, à critiques cinglantes, à regards acérés. Chaque larme que je retiens creuse en moi une rivière de courage. Un matin, elle se leva et découvrit que ses paniers d'arachides, soigneusement récoltés et mis de côté pour le marché, avaient disparu. Elle comprit vite que c'était la sœur de Komi, celle dont les yeux brûlaient d'envie, qui les avait pris. Mais lorsqu'elle en parla doucement, sans colère, ce fut elle qu'on accusa. On dit qu'elle mentait pour diviser la famille. On l'appela vipère silencieuse, sorcière douce, et Komi, aveuglée par la loyauté à sa mère, détourna les yeux. Mon silence n'est pas une soumission, c'est une patience qui attend son heure. Il croit que je me tais par peur, mais c'est la tempête qui choisit le moment de rugir. Puis vint le sujet que les femmes du village maniaient comme une arme, les enfants. 3 saisons étaient passées depuis son mariage, et son ventre n'avait pas encore porté la vie. La mère de Komi, au lieu de lui offrir un mot de réconfort, répandit des paroles amères.
Le ventre de la chèvre donne des chevreaux. Celui d'Amaillé donne du vent. Ces mots, soufflés à voix basse mais portés par les rumeurs, lui lacérèrent l'âme plus sûrement que des flèches. Amaillé gardait le silence, mais à l'intérieur, c'était une mer en furie. Je suis stérile de leur jugement, mais fertile de foi. Les fruits viennent quand la saison est juste, non quand les voix crient. Elle se sentait de plus en plus seule. Même le regard de Komi se faisait rare, distrait. Il n'entendait plus ses silences, ne lisait plus dans ses gestes. Parfois, il ne rentrait qu'à la nuit tombée et passait devant elle comme on passe devant un arbre familier dont on a oublié la beauté. Pourtant, chaque soir, elle préparait le repas, mettait de l'eau à chauffer, réparait ses habits. Non pas par soumission, mais parce que dans le tumulte, elle refusait de laisser mourir sa propre lumière. Je ne donne pas parce qu'il mérite, je donne parce que je suis née pour aimer. Le village la regardait avec une pitié silencieuse, mais personne ne disait mot. Car il est facile de détourner les yeux devant une douleur qui ne crie pas. Mais ce que personne ne comprenait, c'est que le silence d'Amaillé, loin de l'effacer, l'enracinait. Chaque injustice devenait une pierre dans le socle de sa dignité. Il croit me briser, mais chaque blessure m'enseigne à tenir plus droit. Et dans ses prières nocturnes, elle ne demandait pas vengeance. Non. Elle priait pour que le cœur de ceux qui la faisaient souffrir découvre un jour ce que signifie vraiment l'amour. Elle priait pour que sa patience ne soit pas vaine. Elle priait pour qu'un jour, sa voix trouve enfin un chemin vers la justice, sans devoir hurler. Les jours se succédaient comme les battements d'un tambour fatigué, et le cœur d'Amaillé battait au rythme d'une angoisse sans nom. Le ciel lui-même semblait s'être couvert de cendres, et les arbres du village, témoins muets de tant de secrets, frémissaient d'une vérité encore ensevelie. Ce matin-là, l'air était lourd d'un pressentiment. Les cris ne tardèrent pas à jaillir comme des flèches dans la brume. Le grenier sacré du chef avait été vidé. Le grenier. Ce lieu inviolable où reposaient les réserves de mil offertes par chaque foyer, destinées au temps de disette, protégées par la mémoire des ancêtres. Son pillage était un sacrilège, une blessure faite à toute la communauté. On accourut, on cria, on pleura. Et dans ce tumulte, un nom fut jeté comme un serpent. C'est elle, c'est Amaillé. Un garçon se tenait là, le neveu même de Komi, les yeux grands ouverts, la voix faussement tremblante, le doigt tendu avec une précision mortelle. Je l'ai vue sortir du grenier cette nuit. Elle portait un panier. Le village tout entier retint son souffle. Amaillé resta figée, comme foudroyée. Elle aurait pu parler. Elle aurait pu crier son innocence, dire que ce garçon avait déjà volé, menti, semé le trouble. Dire qu'elle n'avait jamais posé un pied dans ce grenier maudit. Mais elle se tut. Car en elle, les années d'humiliation avaient tissé une seconde peau, faite de retenue, de peur, de dignité muette. Le silence, parfois, devient une prison bâtie de ses propres chaînes. Komi baissa les yeux. Il ne la défendit pas. Pas un mot, pas une main tendue. Sa propre chair l'accusait, et il préférait croire au mensonge plutôt qu'à la femme qui, chaque soir, priait pour lui dans l'ombre. Le chef du village, homme sévère, fit venir les anciens. On interrogea, on observa, mais dans l'âme du village, le mal était déjà fait. Le doute s'était ancré. Quand on ne parle pas, les autres racontent votre histoire à votre place. Amaillé, fille de personne, épouse de Komi, est déclarée coupable de profanation. Elle sera bannie 3 lunes. Que son silence porte le poids de sa honte. Ainsi parla le chef, et son bâton frappa le sol comme le tonnerre d'un jugement divin. Elle ne pleura pas, non. Elle prit son panier vide et s'en alla. Chaque pas qu'elle posait sur la terre rouge semblait murmurer un mot. Injuste, injuste, injuste. Mais elle marchait droite, fière, comme si elle portait une couronne invisible, faite de douleurs maîtrisées. On peut me dépouiller de mon nom, mais pas de ma vérité. Je préfère marcher seule dans la lumière que m'asseoir au milieu des loups. Et dans les buissons, loin des regards, le garçon ricana, son visage ombré par la lâcheté de ses actes. Mais ce qu'il ignorait, c'est que la vérité est une graine. On peut l'enterrer, l'étouffer, la nier, mais un jour elle perce la terre, brise la roche et se dresse au soleil. La terre battue s'étendait devant elle, longue, rouge, solitaire comme un destin qu'on n'a pas choisi. Amaillé avançait lentement, les pieds nus mordus par la poussière, le regard fixe sur l'horizon incertain.
Autour d'elle, la forêt s'éveillait dans le murmure du vent et le chant secret des ancêtres. Mais en elle, c'était un désert, un abîme, un champ de ruines d'où montaient des souvenirs aux parfums amers. Personne ne l'avait raccompagnée. Aucun mot, aucun regard, aucune main tendue. Le village l'avait laissée partir comme on jette une ombre hors d'un mur sacré. Pourtant, chaque pas qu'elle faisait l'éloignait un peu plus de l'humiliation. Et la rapprochait de quelque chose d'invisible, une vérité ancienne, longtemps étouffée. Le chemin de l'exil est aussi celui de la lumière. Ce n'est pas en fuyant qu'on s'égare, c'est en oubliant qui l'on est. Au cœur de la forêt, elle s'arrêta. Une clairière l'appela. Là, les rayons du soleil tombaient en colonnes d'or comme des promesses tombées du ciel. Le silence y était dense, sacré, vivant. C'est là qu'elle s'agenouilla et que les murs de son cœur, trop longtemps retenus, cédèrent. Et elle cria. Un cri ancien, rugueux, profond. Un cri d'enfant trahi, de femme niée, d'épouse abandonnée. Ce n'était plus un murmure. C'était une rivière soulevée, un feu de brousse, une tempête dans les entrailles. Elle cria pour ses années de patience, pour les insultes ingérées, pour les douleurs déguisées en sourires. Elle cria pour toutes celles qu'on avait réduites au silence par peur de briser la paix. Je ne pleure plus en silence. Mon cri est une renaissance. Parfois, il faut tout perdre pour enfin se retrouver. Les arbres frémirent, les oiseaux se turent, et dans la mousse, une larme de rosée coula. Les esprits, dit-on, veillent dans les bois. Ce jour-là, ils entendirent le cri d'Amaïe. Ils ne parlèrent pas, mais le vent se leva doucement comme une main sur son dos. Une brise chaude, réconfortante, vivante. Elle ne rêvait pas, la nature l'écoutait. Et pour la première fois, elle sentit que sa voix avait un poids, une place, une vérité. Assise au bord d'un tronc creux, elle laissa le silence revenir. Mais ce n'était plus le même. Ce silence-là n'était plus subi. Il était choisi, chargé de sens. Il venait après la parole libérée. Il n'était plus une prison, mais une paix. Celui qui apprend à parler apprend aussi à guérir. Ce que tu dis libère. Ce que tu tais t'enchaîne. Dans cette clairière perdue, Amaïe ne portait plus le poids de la honte, mais la grâce de son courage. Elle ne savait pas encore ce que demain lui réserverait. Mais une chose était certaine. Elle ne serait plus jamais cette femme qui se tait pour que les autres dorment tranquilles. Car désormais, sa voix était une arme douce, une prière en feu, une vérité qui marche debout. Le soleil s'était levé sur le village avec une lumière étrange, pâle et vacillante, comme si lui aussi hésitait à éclairer ceux qui n'avaient pas su voir. Dans l'air flottait une tension trouble, un silence pesant, chargé de regrets non dits. Et soudain, comme un fruit trop mûr tombé d'un arbre pourri, la vérité éclata. Le garçon, ce neveu fourbe que Komi avait tant protégé, fut surpris en train de revendre des jarres pleines de mil scellées du sceau ancestral. Pris de peur, encerclé par les anciens, il finit par tout avouer. C'était lui depuis le début. Il avait menti, il avait volé, il avait accusé. Un souffle de stupeur passa sur le village. Un frisson remonta les colonnes de terre battues, et les vieilles femmes cessèrent de moudre le mil. Les hommes, figés, sentirent leur cœur battre avec lourdeur. Les enfants, eux, coururent, porteurs de l'annonce comme autrefois les tambours. Et Komi? Ah, Komi! Il s'effondra là, sur le sol dur, les mains tremblantes contre son visage. Lui qui n'avait pas su voir, pas su écouter, pas su aimer à temps. Ses genoux frappèrent la poussière qu'il n'avait jamais partagée avec elle. Il voulut crier son chagrin, mais sa gorge ne produisit qu'un râle étouffé. On ne se rend compte de la valeur d'une voix qu'après l'écho de son absence. Le cœur humain est ainsi fait. Il détruit d'abord, puis regrette quand il est trop tard. Les anciens se rassemblèrent. Le chef, vieilli soudain, parla d'une voix grave. « Nous avons jugé sans écouter, nous avons puni sans comprendre. Amaïe est innocente, qu'elle soit honorée, qu'on lui rende sa place. » Mais le vent soufflait déjà une autre nouvelle. Amaïe était loin. On chercha. Des hommes furent envoyés par-delà les collines, jusqu'au hameau voisin, jusqu'au marché. Son nom fut crié dans les bois, murmuré dans les rivières. Mais la forêt ne répondit pas. Seuls les oiseaux parfois semblaient fredonner un chant ancien comme un souvenir que l'on ne peut saisir. Elle avait disparu comme l'aube dans la main fermée. Elle n'avait laissé qu'un silence doux, une absence lumineuse, comme une vérité partie vivre ailleurs. Le mal avoue, mais le bien ne revient pas toujours.
Il est facile de regretter. Il est plus difficile d'aimer à temps. On grava son nom sur une pierre. On plaça cette pierre au centre du village, près de l'arbre à palabres. Mais c'était peu, trop peu. Car aucun monument n'efface l'injustice vécue. Aucun chant ne remplace la voix qu'on a brisée. Et dans les nuits du village, parfois, on croit entendre un chant, léger comme la rosée. Une voix de femme qui ne pleure plus, mais qui veille. Il y a au cœur de la forêt un lieu que même les chasseurs n'osent traverser sans respect. Une clairière que les anciens désignent d'un geste lent, les yeux voilés de mémoire. Là, entre les racines noueuses et les branches suspendues comme des bras d'ancêtres, vit une femme qu'on n'appelle plus Amaye, mais celle qui veille. Elle ne s'est pas contentée de survivre. Elle est devenue forêt elle-même. Silence nourricier, parole féconde. Elle marche pieds nus sur les feuilles mortes, mais chaque pas est un enseignement. Son regard porte l'intensité de celles qui ont connu l'abîme et en sont sorties debout, non pas indemnes, mais plus vraies que la douleur. Les jeunes filles viennent à elle avec des silences pleins de blessures. Elle les écoute sans les interrompre. Puis elle parle, d'une voix basse mais profonde, pleine de feu tranquille. Chaque mot guérit comme une main sur une plaie cachée. Ma voix ne sert plus à me défendre. Elle sert à guérir. Je suis la preuve que se taire peut détruire, mais parler peut reconstruire. Elle ne revient jamais au village, mais le village, lui, vient à elle. Les anciens envoient leurs petits-fils, les mères envoient leurs filles, les époux fatigués viennent demander conseil, et tous repartent changés. Car dans ces mots, il y a la mémoire du supplice, mais aussi la puissance du pardon. Elle ne porte ni couronne ni boubou de reine. Sa royauté est dans la posture de ses épaules, la clarté de ses yeux. Elle n'impose rien, elle invite. Et qui l'écoute entend en soi des paroles longtemps enfouies. Le silence n'est pas toujours lâcheté, mais il ne doit jamais être une prison. Parle, même si ta voix tremble, car c'est elle qui sauve. Les vents ont porté son histoire jusqu'aux confins des terres. On dit qu'un jour elle s'évanouira dans les racines, ne laissant que son chant. Mais ce chant restera. Il flottera entre les arbres, il murmurera aux femmes bafouées, aux hommes aveugles, aux enfants oubliés. Et ce chant dira « Ma voix, je l'ai trouvée quand j'ai compris qu'elle ne m'appartenait pas seulement. Elle est flamme pour les autres, abri pour les faibles, cri pour les sans-voix. » Et quelque part, dans un autre temps, dans une autre vie, une autre femme écoutera ce chant, et à son tour, elle parlera.